pour reparler. Un, deux, un, deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, allô. On va commencer. On a déjà 10 minutes de retard et Marine m'a fait promettre de tenir le timing. Donc, merci mille fois d'être venu à cette 9e journée régionale du CSO. Donc, le CSO, pour ceux qui ne savent pas, c'est Centre spécialisé obésité. Il y a une dizaine d'années, l'État a décidé de mettre en place des centres référents dans chaque région pour essayer d'améliorer la coordination de la prise en charge au niveau de la maladie obésité. Et depuis maintenant 9 ans, Marine Vidal s'occupe d'organiser un mini-congrès qui était au départ une mini-réunion. Après, c'est devenu une réunion. Et là, je trouve que cette année, ça a pris encore un essor supplémentaire. Donc, bravo et merci mille fois, Marine, d'avoir géré avec ton équipe l'organisation de cette réunion. Donc, on va commencer par l'actualisation et la gradation des parcours de soins en obésité et du surpoids. Vous savez que la Haute Autorité de Santé est engagée depuis 2022 et 2023 donc, sur le parcours de soins en obésité. On parlera peut-être un peu aussi de chirurgie métabolique après. Et donc j'appelle le professeur Avignon, qui est co-directeur du CSO Occitanie, pour nous donner... Tiens, un problème pour marcher, c'est quoi? Allez. Je suis pas sûr, David, je ne sais pas comment je marche, mais je me sens bien. Mais c'est vrai. Bon, merci à toutes et à tous. Je cherche les tous quand même un petit peu. D'être venus donc à notre 9e journée du CSO. Donc on va présenter les recommandations. C'est toujours un petit peu fastidieux, mais je crois que c'est important. Je crois qu'il se passe plein de choses. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur l'obésité, mais je trouve que ça n'a jamais été aussi passionnant. Avec un regard sur le problème de l'obésité qui change. Et je trouve que ça se transparaît vraiment dans les recommandations qui sont sorties. Donc on a les recommandations dans les parcours, on a les recommandations sur la chirurgie qui vont sortir, la chirurgie métabolique. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui est en pleine effervescence. On parlera cet après-midi, même si on a déjà parlé l'année dernière, un petit peu de la place des médicaments et ce qu'ils vont prendre. On a quand même pour la première fois des thérapeutiques qui nous semblent sûres déjà, donc qui nous semblent sûres, hein. Il n'y a que l'avenir qui le dira, mais quand même les premières que l'on a, on les utilise depuis longtemps dans le diabète, qui nous semblent sûres et qui nous paraissent aussi, enfin ça on l'a testé, et qui sont efficaces. Donc je trouve que le domaine de l'obésité est vraiment en pleine ébullition et en pleine évolution sur ces dernières années. Donc les recommandations de la Haute Autorité de Santé, comme je vous l'ai dit, présenter des recommandations, on se dit, tiens, comment je pourrais présenter ça de façon un peu fun, et puis les recommandations, c'est les recommandations. Néanmoins, je pense qu'elles sont extrêmement importantes, et c'est vraiment, elles n'ont rien à voir avec les précédentes qui dataient un petit peu, ils sont de 2012, et je crois qu'elles posent bien les bases pour l'organisation des parcours, avec le texte sur les parcours qui est également apparu, pour la structuration de la prise en charge de l'obésité.
Donc là, je crois qu'on est nombreux ici à s'intéresser à l'obésité et c'est vraiment important de regarder ces recommandations et ensuite, derrière, que ça ne reste pas que du papier ou des trucs administratifs, parce que je crois vraiment que pour l'obésité, il faut bien grader la prise en charge. Ça concerne énormément de personnes et donc, vous le savez, hein, il y a les premiers, seconds et troisième recours. Et vraiment, ces recommandations, je crois que c'est leur principale chose, elles posent bien la base de cette gradation. Et puis, par rapport aux recommandations de 2012, on voit bien que le regard sur la personne avec une obésité a complètement changé, en particulier dans les orientations thérapeutiques qui sont proposées par ces recommandations. Donc, je vous ai dit deux textes qui sont deux recommandations. Hein. Obésité de l'adulte, prise en charge de deuxième et de troisième niveau, mais bien sûr, ça aborde le premier niveau pour la gradation. Et puis, le guide du parcours de soins surpoids et obésité de l'adulte. Donc, vous voyez, surpoids et obésité, donc il y a une prise de conscience quand même qu'il ne faut pas attendre des niveaux très élevés pour agir et qu'il faut agir dès le niveau de surpoids, même si après, quand on passe dans la pratique, quand même, faire considérer par les autorités de santé déjà l'obésité, c'est déjà pas si facile, le surpoids. Donc, premier point de ces recommandations, c'est terme que j'ai mis entre guillemets parce que moi, le phénotypage, ça me renvoie toujours à ma première année de médecine où on phénotypait les mouches. Donc après, quand je l'applique à l'être humain, ça me gêne toujours un petit peu, mais c'est quand même, le mot est quand même adapté, donc je le garde et je le mets entre guillemets, phénotypage qui va permettre derrière la gradation des soins. Alors, on y rappelle, excusez-moi, hein, basique, mais c'est toujours difficile. Je ne vous fais pas l'affront de vous donner la classification de l'obésité selon l'OMS, mais j'aime bien rappeler toujours que l'objectif de l'OMS, c'était de produire des références permettant une comparaison des données épidémiologiques à l'échelle internationale et pas de catégoriser les individus. Hein, quand on a une personne en face de nous et qu'on utilise l'index de masse corporelle. Et je crois que c'est important. Alors, l'IMC est à la base. On ne parle pas d'obésité quand il n'y a pas un IMC, mais il est loin d'être suffisant. Il est un petit peu ce qui va, le chef d'orchestre qui va donner le point de départ en disant attention, on va démarrer. Il y a potentiellement obésité avec des problèmes importants, mais ça ne suffit pas à catégoriser un individu. À l'échelle des populations, quand l'IMC monte, le risque pour la santé augmente, et ceci de façon très précocement. Mais je peux être un individu avec 30, 31 d'IMC et avoir un risque pour la santé qui ne soit pas augmenté. Donc, c'est l'IMC qui va déclencher le départ de l'alerte, mais il ne suffit pas à catégoriser les personnes. Il a tout un tas de défauts. Il ne mesure pas la masse grasse, il ne fait pas la différence entre masse grasse et masse musculaire, il n'évalue pas la répartition du tissu adipeux, il ne tient pas compte de l'âge, du sexe, des conditions physiques, de l'origine ethnique, et puis il y a une notion d'obésité paradoxe, hein, c'est-à-dire il y a tout un tas de situations. Vous savez que si vous avez fait un épisode d'insuffisance cardiaque, votre survie est meilleure lorsque vous êtes en obésité jusqu'à un IMC de 40 que si vous êtes sur un IMC dans la norme, si vous avez déjà fait un épisode d'insuffisance cardiaque. Maintenant, si vous n'en avez pas fait, vous avez plus de risques de faire une insuffisance cardiaque si vous êtes dans un groupe qui a une obésité. Mais il faut faire attention, les personnes âgées, alors qu'est-ce que c'est qu'être âgé? À partir d'un certain âge, il vaut mieux être en surpoids, voire en obésité de grade 1, pour avoir une meilleure espérance de vie. Tout dépend de la répartition du tissu adipeux, tout dépend des facteurs de risque associés. Donc l'assistance, et c'est vraiment repris dans les recommandations. Donc, au vu de ce que dit la Haute Autorité de Santé, hein, le texte, c'est au vu de la littérature internationale, il apparaît qu'il n'est pas actuellement pertinent de classer le niveau de prise en charge des patients en situation d'obésité en fonction des seuls IMC et tours de taille. Hein, donc, c'est pour ça que je vous ai commencé sur cette petite introduction. Donc, c'est bien reconnu par la HAS maintenant. Il est approprié d'y associer le niveau de sévérité des pathologies associées et le retentissement fonctionnel. Donc, j'insiste un petit peu, même si c'est de plus en plus présent et si les professionnels de santé que vous êtes en ont de plus en plus conscience, je peux avoir un index de masse corporelle à 28, 29, 30, 31 et ne pas avoir nécessairement personnellement un risque augmenté pour la santé. Il va falloir prendre en compte d'autres facteurs. Et donc, ce
phénotypage proposé par la Haute Autorité de Santé prend 7 critères. Bien sûr, l'IMC qui est en 1, on ne va pas parler d'obésité s'il n'y a pas d'augmentation de l'IMC. Mais il faut y associer quel est le niveau de retentissement médical, quel est le retentissement sur la qualité de vie et le retentissement fonctionnel. Vous pouvez être à 27 d'IMC et avoir des problèmes de santé, des problèmes articulaires, chose qui fait que dès 27, finalement, ça représente un problème de santé à prendre en compte. Quels sont les troubles psychologiques, psychopathologiques, cognitifs ou troubles du comportement qui vont être associés? Le 5e point, c'est quelle est l'origine et quelle est l'étiologie de l'obésité. Le 6e point, c'est d'évaluer le comportement alimentaire. Et le 7e point, c'est l'évaluation de la trajectoire pondérale. Parce que si vous avez quelqu'un, encore une fois, qui a 30 d'IMC, mais qui a fait 10 yo-yo et qui est monté jusqu'à 38, qui est redescendu à 28, qui est remonté, vous n'êtes pas dans la même situation que quelqu'un que vous allez trouver à 30 en poids stable au cours du temps et sans facteur de risque associé. Et vous voyez qu'en fonction de ces 7 critères, vous allez, la Haute Autorité de Santé propose d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 stades d'obésité, entre le stade 1A, 1B, 2, 3A et 3B. Et à chacun de ces stades, elle recommande un niveau de recours, avec bien sûr le premier niveau pour le stade 1, le deuxième niveau pour le stade 2 et le troisième niveau de recours pour le stade 3. Donc, quels sont ces niveaux de recours? Le niveau 1, le niveau de recours, c'est le médecin généraliste qui va être le coordinateur de la prise en charge. Alors, normalement, on essaye d'éviter, je suis surpris que ça apparaisse tout le temps, on essaye d'éviter prise en charge de l'obésité. On parle plutôt de prise en soin, mais là, dans le texte, figure encore prise en charge. Mais l'obésité, les problèmes d'obésité ne peuvent pas être pris par un seul professionnel de santé. On ne peut pas accompagner avec un seul professionnel de santé. Et vous voyez, donc le médecin généraliste, il est coordinateur. Il faut y associer diététicien, pharmacien, infirmier, IPA, sage-femme, psychologue, psychiatre, médecin du travail, enseignant en activité physique adaptée, masseur, kinésithérapeute, ergothérapeute, éducateur sportif, travailleurs sociaux. Bien sûr que toutes ces personnes ne vont pas intervenir sous tout le monde. Le rôle du médecin généraliste, c'est face à la personne que j'ai en face de moi, quels sont les intervenants qui sont nécessaires. Après, va se poser la question, bien sûr, de la prise en charge de ces intervenants, en particulier pour les diététiciennes. Mais je crois qu'avec les structurations qu'il y a, par exemple dans les CPTS, il y a des modèles innovants qui peuvent être proposés où il va pouvoir y avoir certains professionnels habituellement non pris en charge par l'assurance maladie qui vont pouvoir quand même être intégrés. Pour le niveau 2, c'est le médecin spécialiste de l'obésité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste de l'obésité, puisque jusqu'à présent, le métier de médecin nutritionniste était quand même assez flou. Maintenant, il y a une nouvelle spécialité, vous savez, depuis quelques années, qui est endocrino-diabéto-nutrition. Donc, normalement, c'est cette spécialité-là qui aura le titre de nutritionniste. Médecin nutritionniste qui est le coordinateur de la prise en charge de l'obésité. Dans les centres de soins publics ou privés, en secteur ambulatoire, services spécialisés dans la prise en charge de l'obésité ou au sein des établissements de soins publics ou privés, en exerçant en partenariat avec les autres professionnels concernés. Donc, c'est les mêmes que ceux qu'on a vus avant, mais là, s'y rajoutent les SSR qui sont devenus des SMR, en digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition. J'en profite pour rappeler que vous savez qu'on est en train de construire, il y a un GCS entre le CHU et les établissements STER qui va être à Saint-Clément-de-Rivière, avec un nombre de lits conséquents consacrés à l'obésité. Et donc, en lien, bien sûr, avec le niveau 1. Et le niveau 3, c'est notre réunion d'aujourd'hui, c'est les centres spécialisés obésité ou centres hospitaliers universitaires, donc qui peuvent participer au niveau 3. Et justement, ces niveaux 3 doivent s'associer à SSR ou SMR maintenant, encore une fois. Et ces SSR, SMR doivent être capables d'accueillir les personnes qui, sur le plan pondéral, ont les obésités les plus sévères, notamment qui ont un IMC qui va au-delà de 50 kg par mètre carré. Et bien sûr, quand on passe à un niveau supérieur, on reste toujours en coordination avec les autres niveaux. Donc voilà cette orientation. Maintenant, quels sont ces différents niveaux? Donc, vous voyez le niveau 1A, donc l'IMC, c'est entre 30 et 35, sans retentissement cardiométabolique, sans symptômes physiques, pas d'impact sur la qualité de vie, pas de limitation fonctionnelle,
aucun trouble sur le plan psychologique ou cognitif ou des troubles qui ont peu d'incidence sur le comportement alimentaire. C'est de l'obésité des personnes qui ont une obésité sans étiologie particulière. Ce n'est pas des obésités secondaires, ce n'est pas des obésités génétiques, c'est des obésités communes. Attention, bon là, ce n'est pas le cas, on n'est pas sur les obésités sévères, mais attention sur les obésités sévères, je pense que nous passons à côté d'un certain nombre de diagnostics d'obésité secondaire et d'obésité génétique. Pas d'impulsivité alimentaire et c'est une prise en charge initiale avec une obésité qui est apparue à l'âge adulte. Pour le stade 1B, il va y avoir des anomalies cardio-métaboliques qui vont être débutantes potentielles, une hypertension artérielle qui peut être limite, une glycémie qui va pouvoir être un peu limite, des altérations hépatiques, respiratoires ou autres complications, mais qui sont facilement gérées, je dirais, en médecine générale. L'impact sur la qualité de vie est modéré et l'atteinte fonctionnelle est également modérée. Il peut y avoir une petite dyspnée, quelques douleurs occasionnelles. Sur le plan psychologique, il y a un retentissement psychologique qui reste léger, avec un problème d'estime de soi qu'on retrouve souvent, des problèmes d'humeur, des troubles psychologiques associés qui sont bien gérés, avec une dépression, là aussi, qui va être prise en charge ou accompagnée par le médecin généraliste. On reste sur l'obésité commune et on peut avoir une impulsivité alimentaire, mais pas de réel accès boulimique. Et on peut avoir un rebond pondéral et une obésité qui est apparue dans l'enfance. Voilà pour le niveau 1. Donc, toutes ces situations, pour la Haute Autorité de Santé, relèvent pas d'un accompagnement d'un soin exclusif par le médecin généraliste, mais d'une coordination des soins par le médecin traitant, par le médecin généraliste. Et l'indication d'aller vers le spécialiste, mais c'est lorsque les complications deviennent plus difficiles à contrôler, une hypertension artérielle qui va résister, un diabète type 2 qui va être difficile à contrôler, et puis un retentissement hépatique qui va commencer à apparaître, une aggravation d'une maladie qui est préexistante par l'obésité, un problème d'infertilité ou de syndrome des ovaires polykystiques. Un impact marqué sur la qualité de vie, une pathologie psychiatrique ou psychopathologique sous-jacente avec un impact pondéral ou comportemental, troubles de l'humeur, anxiété, stress post-traumatique, addiction associée. Sur le plan de l'étiologie, on reste avec une obésité commune, mais on va retrouver des facteurs dans l'étiologie qui sont des facteurs aggravants avec des antécédents de traumatisme psychique ou des prises de poids qui se font dans des contextes de polyalgie, de douleur, de fibromyalgie, ou chez des personnes qui prennent des médicaments qui peuvent induire une obésité. Sur le comportement alimentaire, des accès boulimiques, et sur la trajectoire pondérale, une obésité qui va être apparue dans l'enfance et qui persiste à l'âge adulte, au moins 2 rebonds pondéraux, un échec de prise en charge de niveau 1 et une grossesse après chirurgie bariatrique. Attention, il ne faut pas avoir, et vous voyez que l'IMC, ce coup-ci, est entre 35 et 50. Il ne faut pas avoir l'ensemble de ces facteurs. C'est-à-dire que si vous avez un IMC au-dessus de 35 et que vous n'avez rien d'associé, la Haute Autorité de Santé dit qu'il est quand même conseillé d'orienter vers le 2e niveau de recours. Si vous avez un IMC à 31, mais que vous avez fait 2 épisodes de rebond pondéral ou que vous avez une fibromyalgie, la Haute Autorité de Santé dit qu'il est bien d'orienter vers le 2e recours. Donc là, vous avez 7 critères, mais il suffit d'en avoir un seul des 7 pour passer dans le niveau de recours supérieur. Et le niveau 3 de recours, sur le plan de l'IMC, vous allez toujours être entre 35 et 50, associés avec des problèmes qu'on va retrouver, qui sont aggravation d'obésité par une maladie chronique qui expose à un risque majeur ou à un handicap fonctionnel. Je vais mettre des exemples ici, BPCO, maladie neuromusculaire, maladie inflammatoire chronique, maladie auto-immune. Le retentissement sur la qualité de vie, il va y avoir un impact sur la mobilité avec un périmètre de marche qui va être très réduit. Et ça, il me semble que c'est important de repérer ces personnes avec, je crois que tous ici, la réduction de l'activité, la diminution de la mobilité de la personne, ça c'est vraiment quelque chose à repérer. Et il me semble particulièrement important maintenant qu'on va avoir ce SSR ou SMR à proximité, rendre la mobilité
Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et on voit des personnes qui sont... Les obésités extrêmement sévères que l'on trouve en perte d'autonomie, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et donc, c'est les professionnels de santé de proximité qui, à mon sens, doivent dépister. Je me permets d'insister un petit peu là-dessus, parce que c'est vraiment les personnes qui finissent par nous poser problème. Donc, dès qu'on voit qu'on est sur la perte de mobilité, que la personne a réduit ses déplacements, je crois qu'il faut vraiment là s'adresser au troisième recours, et que le troisième recours travaille en étroite collaboration avec un SSR et SMR pour essayer de redonner la mobilité. À la fois, on n'est pas là pour parler de ça, mais à la fois, ce n'est pas l'activité physique qui va faire maigrir les personnes, sauf à un niveau très intense, mais sans activité physique, freiner de perte de poids ou perdre du poids, c'est néanmoins extrêmement difficile. Ce n'est pas l'activité physique qui fait directement perdre, mais c'est un élément et un composant indispensable, déjà pour une vie humaine, je dirais, satisfaisante. Donc j'insiste sur ce point. Les troubles psychiatriques sévères, dépression sévère, troubles de la personnalité borderline, paranoïa, schizophrénie. Donc là aussi, c'est du troisième recours. Il faut certainement que nous, on développe nos collaborations avec les psychiatres parce que c'est quand même des situations extrêmement difficiles, y compris pour le troisième recours. Obésité secondaire, tumeur cérébrale, hyperphagie boulimique. Donc c'est important d'évaluer l'hyperphagie boulimique. Je pense que sur les obésités quand même un peu importantes, les chiffres sont variables, mais c'est 10 à 30% d'hyperphagie boulimique, ce qui entraîne une souffrance toujours, donc il faut y penser. Et puis une évolution pondérale non contrôlée et un échec du deuxième recours. Donc encore une fois, présenter ça de façon attrayante, ce n'est pas facile, mais néanmoins, ça me semble extrêmement important. La question, c'est de ne pas surcharger. Vous savez que le problème d'obésité, c'est extrêmement fréquent. C'est de ne pas aller surcharger le niveau 3, donc le CSO, les consultations, on en a autant qu'on veut, et que ce soit la bonne personne qui arrive là, et que le reste soit vraiment en coordination de ville. Et je crois que les politiques actuelles, quand même, favorisent la coordination de ville. Et puis après, le stade 3B, mais plus de 50 d'IMC, et puis chacune, je ne vais pas redétailler chacun des facteurs, on va sur des niveaux de sévérité de plus en plus importants, du retentissement médical, de la qualité de vie, des troubles psychologiques, des étiologies d'obésité qui font entrer dans ce cadre-là les obésités hémogéniques. Je répète et j'insiste à nouveau, un seul des critères suffit à en faire rentrer dans le stade de sévérité. Ce n'est pas plusieurs critères, ce n'est pas tous les critères, j'ai un élément dans une de ces 7 colonnes, j'ai un IMC supérieur à 50, je n'ai pas de complications, ce qui devient quand même assez rare, mais pas forcément impossible, ça relève du niveau 3. Alors, quelques mots sur ce que dit la Haute Autorité de Santé de l'accompagnement thérapeutique. Et j'insiste un peu, je pense qu'on évolue bien, et sur les 10 dernières années, on a bien évolué. L'objectif de la prise en charge de l'obésité ne se résume pas à un objectif pondéral. Alors, vous savez que dans les phrases, là aussi, la Haute Autorité de Santé pour l'explication, quand on met un « mais », ça supprime ce qu'il y a avant. Donc, ça devrait être un « et ». Mais ça, je pense que c'est de la linguistique dans laquelle ils ne sont pas rentrés. Mais quand on met un « mais », le cerveau intègre que ce qu'il y a avant, on peut l'effacer. Donc, et concerne aussi l'amélioration des comorbidités, des facteurs de risque, de la qualité de vie et de la mobilité. Donc, l'indication de perte de poids doit être posée au cas par cas et adaptée au patient ou à la personne, l'âge, les comorbidités associées, l'investissement possible de la personne, l'objectif de la personne, etc. Chez les personnes de plus de 70 ans, de 70 ans et plus, vigilance particulière sur le risque de sarcopénie. C'est ce que je vous disais, attention chez le sujet âgé. Donc vous voyez ici, mettre la barre de 70 ans. Attention, moi je vois des personnes qui viennent consulter, qui ont des obésités qui ne sont pas du tout sévères, avec peu de retentissement, qui ont 70 ans ou plus et qui sont en demande de perte de poids. Elles ont besoin d'être écoutées. C'est vraisemblablement qu'il y a de souffrance psychologique et qu'il y a quelque chose. Et encore que certaines viennent en disant « c'est pour ma santé ». Et là, ce n'est pas si facile que ça, avec une société qui met la pression dessus et de faire décrocher, de dire ben non, et puis dire à quelqu'un finalement vous êtes trop vieux maintenant, c'est pas grave. Et c'est ce que les gens entendent. C'est ce que les gens entendent. Vous savez, maintenant, vous avez 70 ans, donc une bonne avancée en âge, c'est une bonne masse musculaire. Perdre du poids, c'est aussi perdre de la masse musculaire. Donc vigilance particulière au risque de sarcopénie, de fragilité, de dénutrition que peut entraîner une perte de poids.
Le degré de perte de poids souhaitable est posé à l'issue d'une évaluation globale de la personne, en accord avec la personne, dans le cadre d'un projet personnalisé de soins. En accord avec la personne, avec des objectifs fixés avec la personne. Donc, je ne sais pas qui c'est ici, s'il y a des spécialistes et tout, mais la personne qui arrive, qui vient, qui dit « je suis venu ici parce que mon pneumo, parce que mon rhumato, parce que mon truc m'a dit qu'il fallait maigrir », ce n'est pas tout à fait de l'accord avec la personne. Donc, après, je passe rapidement, hein, mais on fait une évaluation globale ça, sur le parcours. Mais ça n'est pas, là je veux à nouveau rappeler, ça n'est pas qu'une histoire de poids, c'est une histoire de situation familiale, de situation professionnelle, de situation sociale, de psychologie, de prise en charge intérieure. Donc c'est de regarder et avoir un regard global. Et là, quand vous regardez le guide du parcours de soins, les objectifs prioritaires, vous voyez qu'il n'y a pas le poids qui apparaît en haut, vous voyez qu'il n'y a pas la nutrition qui apparaît en haut, la nutrition y est, mais c'est en un apparaît accompagner les difficultés psychologiques et une autostigmatisation, accompagner toute vulnérabilité sociale, accompagner le rapport au corps. Donc vous voyez que là, ils n'ont pas mis prendre en charge, hein, c'est accompagner, traiter les perturbations de l'alimentation, donc ça apparaît quand même qu'il y a un problème, les problèmes psychiatriques. Donc là, je mets juste cette blague, je ne vais pas tout lire, mais juste pour montrer que dans le listing, on ne commence pas par c'est de l'activité physique et du manger moins, bouger plus. Hein. C'est bien autre chose. Donc la réduction des apports énergétiques, si on veut qu'ils perdent de poids, ça reste quand même quelque chose. Le changement de comportement alimentaire, les régimes déséquilibrés ou très restrictifs déconseillés, et puis une alimentation de type méditerranéenne est souhaitée. Donc on n'est plus du tout là vraiment la notion de restriction calorique. Et vous voyez que pour l'alimentation, c'est déjà comprendre les finalités du comportement alimentaire, prendre conscience du lien entre émotion et conduite alimentaire, concilier plaisir alimentaire. Et ça, je trouve que tous ces éléments sont vraiment maintenant bien détaillés, beaucoup plus que ce que ça était avant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que l'obésité, ce n'est pas un IMC. L'IMC est le chef d'orchestre, oui. Sans IMC, si le IMC ne donne pas le poids de départ, il n'y aura pas d'obésité. Mais il n'est que celui qui déclenche, et il y a tout un tas d'acteurs ou d'instrumentistes qui vont intervenir derrière avec les 7 que l'on a vus. Conditions multifactorielles, gradation des soins, coordination, et je crois que c'est particulièrement important de bien intégrer cette gradation des soins et donc cette classification, même si encore une fois, ce n'est pas si facile. L'approche thérapeutique, ce n'est pas une simple perte de poids et d'alimentation. Et les aspects psychologiques, comportementaux et environnementaux sont essentiels. Merci. Merci Antoine Avignon. Je pense qu'on va appeler Claire pour faire la deuxième présentation, la deuxième partie. On aura une discussion, vous pourrez poser vos questions juste après la présentation du docteur Jambel. Bonjour à tous. Donc pour rebondir sur la présentation d'Antoine Avignon par rapport à la situation des adultes obèses, il y a eu, vous le savez certainement, vous êtes nombreux ici à le savoir, aussi des recommandations de bonnes pratiques autour de parcours de prise en soin. Donc il y a des mots-clés qu'a évoqué Antoine, que évidemment sur lesquels je vais rebondir et peut-être insister. Mais j'ai extrait d'un long document que vous pourrez télécharger, que certains d'entre vous ont dû faire d'ailleurs, des éléments clés aussi pour nous dans la pratique pédiatrique autour de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent, certains éléments importants. Donc le premier point, c'est déjà dire que les recommandations historiques datées de 2003-2011, elles ont été revues en 2022, et il y a eu le passage d'une logique de gradation des soins un peu différente de celle de l'adulte, puisqu'on parle moins de niveau de recours actuellement sur les recommandations en pédiatrie, à une construction de parcours de soins et de parcours de vie en insistant beaucoup sur certains éléments qui importent aussi chez l'adulte, qui sont la qualité de vie de ces enfants et de ces adolescents en obésité sévère pour ce qui concerne les enfants qui requièrent de l'activité du CSO, mais pas que, parce que certains enfants en territoire ont aussi beaucoup
de ces difficultés. Et c'est basé aussi sur les nouvelles notions et les nouvelles pratiques professionnelles en exercice coordonné qui sont en train de se mettre en place, sur lesquelles on déclinera le programme tout à l'heure, puisqu'on vous présentera des retours d'expérience de certaines structures. Voilà, donc on est passé de cette logique de 2011 avec le premier recours, deuxième recours, troisième recours défini par l'HAS à des messages clés que j'ai retenus, sans rentrer dans le détail du texte un peu soporifique. Que pour cette plaque devant vous, elles sont listées dans un ordre que j'ai repris dans un autre ordre pour la suivante, parce qu'il y a quand même des choses à extraire qui sont à hiérarchiser. C'est un peu comme ce que disait Antoine tout à l'heure dans l'évaluation qu'on fait de ces enfants-là. Il faut quand même ressortir des éléments et des éléments de vie qui sont fondamentaux pour pouvoir obtenir auprès d'eux des ressources pour mettre en place des actions, parce que là aussi, il va falloir qu'ils prennent l'habitude de changer de comportement, ou que les familles, pour les plus jeunes, s'habituent à de nouvelles pratiques, ou les accompagnent de manière différente, sans stigmatisation, évidemment. Donc le premier point, évidemment, là aussi, le débat autour de qu'est-ce qui qualifie l'obésité. C'est évidemment un chiffre, l'IMC, mais c'est loin d'être représentatif, évidemment, de la situation d'obésité. L'IMC et le tour de taille aussi, d'ailleurs chez l'enfant maintenant, que l'on doit mesurer très régulièrement, et malheureusement c'est bien souvent là où ça achoppe, et en situation adolescente, ça sera précisé tout à l'heure, il y a déjà des freins là à ce repérage même tardivement. On a mis en deux les prescriptions des examens biologiques de manière ciblée, ça paraît un peu étonnant, j'y reviendrai après. L'évaluation multidimensionnelle, la cible présentée tout à l'heure avec les différents composants acteurs professionnels autour de l'enfant obèse reste similaire à celle de l'adulte, et donc très complexe, ce qui complexifie la notion de cette maladie pour laquelle notre logique doit être différente, puisque habituellement diagnostic, enfin maladie, diagnostic, traitement, là c'est souvent malheureusement des pistes de prise en charge, dont certains traitements, dont certaines actions ou certains actes, en particulier chirurgicaux, peuvent faire partie. Donc c'est quand même toute une nébuleuse autour d'une situation qui est quand même très compliquée et chronophage, ce qui pénalise aussi certainement beaucoup les actions autour des parcours obésité de l'enfant, et qui doit être faite en théorie, et c'est là aussi que ça bloque, dès le diagnostic et l'annonce, j'y reviendrai après, d'un surpoids et d'une obésité. Le quatrième point, c'est quand même gradé par rapport à la situation de complexité. Proposer des soins, on y reviendra. Perdre du poids n'est pas l'objectif. Compléter, si besoin, par un séjour, j'insisterai, en soins de suite réadaptation dans les situations les plus complexes. Assurer la continuité du parcours, et c'est bien là aussi où, pour la pédiatrie, ça nous pénalise, puisqu'il y a souvent un arrêt ou un chaos au niveau de la prise en charge entre la situation pédiatrique et les situations adultes qu'on se doit de ne pas négliger. C'est-à-dire qu'il faut préparer le passage quand malheureusement la situation n'a pas été améliorée ou réglée dans certaines situations, soyons un peu optimistes quand même parfois, sur certains enfants. Et puis on va dire des niches de patients qui ne sont pas forcément des niches, mais qui sont des niches en termes de réflexion, en situation de handicap, quel qu'il soit, ou en situation sociale extrêmement précaire, vous le savez. Évidemment, on aura recours aux associations de patients. C'est basé, toutes ces mesures de construction de parcours et gradées suivant la complexité, sur des actions d'éducation thérapeutique que certains ici connaissent très bien, et basé aussi sur des réflexions collectives en RCP, particulièrement sur les structures territoriales, sur les situations, mais aussi au niveau du CSO, puisque vous savez qu'on a une RCP bimensuelle, Marine, vous me corrigez, enfin tous les 2 mois, de situations complexes que vous pouvez d'ailleurs nous proposer. Vous êtes tout à fait conviés à venir discuter de vos problématiques, même si les patients, a priori, devraient passer par les fourches codines de la consultation CSO pédiatrique, mais faute de combattants assez nombreux, on est souvent sollicité en direct. Donc j'insiste sur quelques points pour revenir sur la dia précédente.
Bon, dépister, diagnostiquer, on en a déjà parlé, donc je n'insiste pas, mais c'est une obligation en théorie à chaque examen de santé fait pour les enfants, et vous savez qu'il y en a à peu près 16 qui peuvent être nomenclaturés entre la naissance et l'âge de 16 ans. Proposer des soins, un accompagnement dès le diagnostic, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on annonce cette différence physique qui peut être une maladie pour certains, il faut pouvoir proposer des choses en aval. Parce que ça peut être extrêmement violent de s'entendre dire, quand on est un enfant ou un adolescent, qu'on a ce problème et que derrière, il n'y a rien qui suit. Donc attention aux annonces un peu trop radicales ou un peu trop violentes, hein, les enfants et les familles le qualifient comme ça, si par derrière vous n'avez pas dans l'idée d'avoir des choses à proposer ou des ressources que vous auriez autour de vous. Ce n'est pas obligatoire que ce soit vous-même qui vous en occupiez. Voilà. Et c'est l'objectif aussi ici de parler collectivement et de vous présenter les expériences de chacun. Ensuite, l'évaluation multidimensionnelle, j'en ai parlé, les examens biologiques ciblés. Actuellement, dans les pratiques ou ce que l'on vit au quotidien, on voit qu'il y a énormément d'examens biologiques qui sont faits, un peu pour se cacher derrière une forêt qu'on a du mal à explorer. Voilà. Et en fait, après, on ne sait pas que faire de certains résultats. Donc, les indications des examens biologiques, elles sont extrêmement limitées. Hein. Elles doivent donc être ciblées et elles ne doivent surtout pas être faites en première intention. Il doit y avoir l'évaluation de la réflexion multidimensionnelle et multipro avant de les proposer, parce qu'après, on est parfois en situation difficile en termes de soignants, enfin pour les soignants ici. Graduer et moduler les soins selon la complexité, je vais y revenir après pour terminer. Perdre du poids, ce qu'a dit M. Avignon tout à l'heure, n'est pas non plus forcément un objectif prioritaire. Il y a parfois des situations dans lesquelles on va commencer par d'autres objectifs et d'autres enjeux, sauf évidemment en cas de complications. Et évidemment, complications, je n'entre pas dans les détails, mais c'est essentiellement les complications qui altèrent la qualité de vie chez l'enfant. Complications métaboliques parfois quand même dans les situations d'obésité extrêmement sévères, mais c'est souvent quand même l'altération de la qualité de la vie avec les problèmes orthopédiques, les problèmes respiratoires, enfin tous ces problèmes que vous connaissez, et aussi de vision et d'image de soi qui peuvent être en soi une complication. Les séjours en soins de suite et de réadaptation en SMR maintenant, puisque c'est l'acronyme qu'on utilise, doivent être réfléchis et argumentés. Hein, c'est aussi un outil parmi d'autres que l'on peut proposer, mais ce n'est pas forcément un passage obligé à envisager. Et ils doivent se faire aussi, évidemment, sur la base de la compréhension de l'objectif. Et l'objectif n'est pas une perte de poids non plus forcément dans un SMR. Ça peut être simplement et souvent modification des comportements pour améliorer la qualité de la vie. Et parfois, il y a évidemment des pertes de poids dans les situations complexes, compliquées, mais ce n'est pas forcément l'enjeu principal. C'est aussi un enjeu, le SMR, d'évaluation d'une situation complexe en milieu un peu fermé parfois, hein, itératif, on y reviendra. Voilà. S'assurer de la continuité du parcours, les situations de handicap. Donc, qu'est-ce qu'on qualifie comme non complexe? Ce sont des IMC entre 25 et 30 pour l'enfant ou des IMC supérieurs au seuil IETF 30 sans complications et sans cumul de facteurs. Donc vous voyez qu'on ne considérera pas forcément une problématique sociale ou psychologique ou scolaire associée comme complexe forcément, parce qu'elle peut trouver des ressources accessibles en proximité. Dans ce cadre-là, on n'est pas forcément dans une situation de complexité. C'est une vision parmi d'autres que peut-être ici vous ne partagez pas, parce que souvent quand même on a une complexité relative, ne serait-ce que d'organisation d'un parcours scolaire ou tout ça, donc c'est un minimum. On peut trouver une solution, mais ça peut rester quand même une complexité. Et les objectifs dans cette situation non complexe de la prise en charge, c'est encore une fois le bien-être, la santé, parce que quand même, les enfants sont en construction d'adultes et évidemment, privilégier leur santé à dans l'enfance va promouvoir leur santé à l'âge adulte, où on l'espère, et on progresse très lentement le plus souvent. Hein, ce n'est pas du tout la révolution culturelle à opérer. Il faut y aller progressivement, basé souvent sur la motivation,
en termes de modification de comportement, la motivation est un élément déterminant. Et chez l'enfant en cours de croissance, ralentir la prise de poids et la stabiliser puisque la croissance se poursuit est un objectif en soi puisqu'on va aboutir à un infléchissement de la courbe de corpulence, vous le savez. Par contre, chez les ados, au-delà de l'âge de 12 ans ou 13 ans, quand ils ont terminé leur croissance, il peut y avoir nécessité de perte de poids, mais stabiliser le poids est souvent déjà un enjeu très important et un résultat qui peut être considéré comme bon. D'accord. Donc ce que disait Antoine tout à l'heure par rapport aux situations d'adultes où il ne faut pas forcément faire perdre du poids parce qu'on risque aussi de faire perdre du muscle, c'est un peu aussi une situation qu'on peut partager. Et de toute façon, les progrès en perte de poids, c'est-à-dire quand on veut une perte de poids, ils doivent se faire de manière extrêmement progressive. Et ça, c'est très difficile aussi d'en convaincre souvent les adolescents. Les enfants, c'est peut-être un peu difficile de parler de convaincre sur ce type de sujet, mais pour les adolescents, c'est vrai que c'est souvent difficile de leur faire admettre que même stabiliser est un excellent résultat. Alors, à l'inverse, une situation d'obésité complexe telle qu'elle est définie par l'HAS, c'est quoi? C'est quand la sévérité de l'obésité est définie par un IMC supérieur à un seuil 30 et avec des facteurs associés. Donc on y associe les complications et les comorbidités somatiques, on ne va pas détailler, ou psychiatriques, individuelles ou familiales. L'approche holistique du problème ou en famille de cette problématique est indéniablement nécessaire dans ces situations de complexité. Les obésités de cause rare, on vient d'en parler, qui sont soit génétiques, soit lésionnelles, tumorales en particulier, tumeurs cérébrales, qui peuvent faire l'objet d'ailleurs aussi maintenant de certains types d'approches et de traitements ou de diagnostics. Les situations de handicap qui altèrent la qualité de vie, mais la déficience est un handicap très particulier et on peut considérer un petit peu de manière obligatoire qu'avoir une déficience intellectuelle et une obésité est une situation complexe, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où le handicap, dans certaines circonstances, ne l'est pas toujours. Dans la déficience intellectuelle, c'est intéressant de considérer ça. Et il va y avoir des actions menées dans le cadre de la mission 2 des CSO autour, justement, de l'information, la prévention, voire le repérage, le diagnostic et la prise en charge de ces enfants obèses, puisqu'on considère que c'est un surhandicap, en fait. Et évidemment, avec les relais en territoire sur les actions, puisqu'ils peuvent aussi être impliqués largement dans toutes ces missions. Ensuite, retentissement important sur la qualité de vie, je vous l'ai dit. Et les troubles des conduites, c'est un peu comme chez l'adulte. L'analyse des conduites alimentaires ou des troubles du comportement alimentaire chez l'enfant est important et l'adolescent est important quand on approche ou quand on veut proposer des pistes de prise en charge ou construire un parcours adapté parce qu'on n'aura pas les mêmes pratiques, évidemment, et on ne sollicitera pas non plus les mêmes professionnels autour de la situation dans ce cadre-là. Ensuite, les problématiques sociales, malheureusement, extrêmement souvent complexifient les situations, que ce soit la précarité ou la constitution de la famille, les méthodes éducatives, tout ce que vous voulez, familiales, et les problématiques scolaires. Alors, quelle est la poule de l'œuf dans la problématique scolaire? Ça, c'est une bonne question, parce que souvent, la scolarité est pénalisée par l'obésité. Les enfants sont quand même assez isolés, pour certains, et en échec scolaire, alors qu'ils ont des compétences. Donc, une bonne méthode pourrait être, pour certains, de les valoriser, encore une fois, et éviter de les stigmatiser et leur montrer qu'ils ont des compétences et des ressources. Et on retombe sur l'aspect motivationnel, etc. Donc, c'est quand même une composante dans la prise en charge, la motivation et l'amélioration du comportement qui est très importante. Les objectifs, je n'y reviens pas puisque le temps est compté, je viens de les lister. Les seuls objectifs de perte de poids, c'est les complications, mais perte de poids à minima aussi parfois pour obtenir déjà des résultats satisfaisants. Remise en condition évidemment physique par des activités physiques et sportives à petite dose, puis progressivement quotidiennes, qui améliorent aussi l'estime de soi, l'image de soi, la façon dont on conçoit ses compétences, etc. Une complexité, par contre, c'est la présence des troubles psychiatriques avérés, situation fréquente dans certaines obésités génétiques,
en particulier, où là, évidemment, les traitements médicamenteux sont les traitements de cette pathologie ou des troubles, et dont on sait pour certains, malheureusement, qu'ils pénalisent le poids très vite et très rapidement. Donc ça, c'est à méditer, évidemment, avec les psychiatres et avec les médecins qui s'occupent d'obésité. Et puis, évidemment, in fine, l'objectif, c'est de faciliter les activités dans la vie quotidienne pour certains enfants dont les IMC peuvent être dramatiques et extrêmement élevés. Donc là, pour terminer, dans les fameuses recos de bonnes pratiques que vous pourrez lire attentivement par catégorie professionnelle, listez là de la fiche 1 à la fiche 9 vos rôles supposés dans ces recommandations-là, avec un rôle attribué en première intention au niveau de la médecine scolaire dans le cadre prévention, repérage, dépistage, sentinelle par rapport à ce diagnostic, et aussi nécessité là d'avoir une bonne connaissance de ce qui est possible de proposer, parce que j'insiste sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, annoncer le problème sans avoir de solution. Pour une famille, ça peut déjà être difficile à digérer, mais pour un enfant ou un adolescent, si on ne donne pas, même si on dit un mensonge, hein, comme on dit en pédiatrie, il faut avoir une réponse. Il y a une question, on répond. Voilà. Et si on n'a pas, on y va à petits pas ou on revient sur la question dans d'autres conditions ou à d'autres moments. Voilà. Donc, vous voyez là que la notion pluriprofessionnelle listée là sur les recommandations dédiées aux différents professionnels est indispensable. Et quand on veut prendre en charge les enfants, on en reparlera largement dans les parcours qu'on évoquera tout à l'heure sur la construction des parcours. Évidemment, il y a certains professionnels comme l'ergothérapeute, par exemple, ou le psychomotricien qui ne seront impliqués que dans certaines situations, vous l'imaginez bien. Par contre, il y a des incontournables et des obligatoires, entre guillemets, qui seront évidemment le diététicien, l'activité physique, le kiné, pour bouger parfois, hein, en alternative à l'activité physique adaptée, quand malheureusement on ne peut pas la financer. Et puis, ce qui pourrait être intéressant, et particulièrement dans les situations complexes, c'est l'analyse, disons, de la situation sociale qui parfois pénalise ça. Donc, je termine par cette dia qui est un logigramme parfaitement insupportable à lire, mais qui est important à considérer, puisque là aussi, est-ce que je vais avoir la flèche? Voilà. Vous voyez que comme chez l'adulte, il y a aussi cette notion, et on reprend le même dessin ou la même formulation avec l'analyse pluriprofessionnelle et autour la logique de parcours sur laquelle on reviendra avec Mme Le Bihan tout à l'heure. Je vous remercie. Merci. Okay. Donc Antoine, si tu veux venir, professeur Eric Renard, qui est co-directeur du CSO aussi, endocrinologue, vous allez pouvoir poser vos questions. On a 5 minutes pour débriefer sur ces 2 premières présentations. Vous avez compris que c'était pas une usine à gaz, mais presque, tellement il y avait d'intervenants et de choses à faire. Alors, qui c'est qui se lance pour la première question? Oui, de la matinée. Oui, bonjour, Bernard Corrier, je suis pédiatre à Rodez. C'était plus un commentaire à la fois de pédiatre et effectivement, je m'occupe de l'obésité depuis 15 ans, pour rappeler que chez l'enfant et l'adolescent, on n'a besoin que de 2 courbes, la taille, l'IMC, la courbe de poids, on s'en fout, et que malheureusement, énormément de carnets de santé ne sont pas remplis, ou même on mesure, mais on ne fait pas de courbe. Ça ne sert à rien de mesurer si on ne fait pas de courbe, et le pire étant d'ailleurs d'être, on mesure et on met dans le carnet de santé obésité ou poids surveillé, ou poids à prendre en charge, qui ne veut rien dire. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, sur la nécessité de remplir ces courbes dès le départ, et même, je dirais, d'intervenir, là on est dans l'obésité, mais c'est au moment où on voit une courbe d'IMC qui se relève, même si on est encore dans les normes, c'est ça qui est important, c'est l'aspect dynamique d'une courbe. On a cette chance en pédiatrie d'avoir ces courbes. Deuxième point, vous avez parlé, Madame Chandel, des examens biologiques. Combien d'examens hormonaux sont faits chez l'enfant qui est en surpoids, qui est obèse, qui n'ont aucun intérêt? Toutes les obésités endocriniennes de l'enfant et de l'adolescent se marquent par une augmentation de l'IMC et parallèlement une diminution de la vitesse de croissance. Alors que dans l'obésité commune, toutes les obésités communes, au moment où ça s'installe, on a une accélération de la vitesse de croissance. Donc on pourrait éviter 95%
bilan hormonaux chez les enfants et adolescents obèses si on faisait des courbes de croissance naturelle et d'IMC correctes. Voilà. Merci d'avoir rappelé ces éléments effectivement fondamentaux en pédiatrie. Je ne peux pas dire le contraire, qu'on a souvent évoqué avec cet auditoire qui est déjà très sensibilisé à ces notions-là, puisqu'on l'a déjà évoqué dans d'autres réunions, mais c'était important, vous avez raison de le rappeler. Après, toute la complexité aujourd'hui par rapport à la notion du carnet de santé, comme vous le rappelez, c'est de l'avoir. Premier point, les parents, vous le savez bien, n'ont pas toujours ces documents. En pédiatrie, on est assez gâtés, mais en médecine générale ou en pratique pour les praticiens libéraux, ce n'est pas toujours si simple que ça. Hein. Ensuite, souvent, bon nombre de données restent dans les logiciels, ne sont pas transmis. Donc moi, je ne saurais donner qu'un mot d'ordre, c'est éventuellement remplir le carnet de santé numérique, qui peut être maintenant un outil qu'on peut facilement consulter, et on peut y mettre les courbes, d'ailleurs, comme vous dites. Donc ça peut être un bon relais. Après, encore une fois, c'est du temps, mais c'est fondamental. Je suis tout à fait d'accord avec vous, pour ne pas arriver trop tard. C'est dur ça. Ça c'est dur parce qu'à un moment donné, les parents, il faut aussi qu'ils soient aussi sensibilisés. Attends. Non, je suis désolé, ça fait 40 ans que je fais de la pédiatrie. L'expérience des parents, non, mais c'est ton expérience personnelle. Tu fais de la pédiatrie, tu ne vas pas expliquer à tout le monde que c'est tout le temps pareil. Il faut arrêter de taper sur les médecins tout le temps. À un moment donné, c'est le max. Mais c'est une réalité. Alors moi, je vais être un peu polémique d'emblée. Tu vois, tu as pris la parole tout à l'heure. Tu as dit, moi, je suis pédiatre depuis 40 ans. Je fais ça, il faut faire ça. En pédiatrie, il y a différents courants. Enfin, nous, on a été en contact avec un professeur parisien qui, lui, fait de la pédiatrie depuis 40 ans comme toi et qui considère que il ne faut pas faire comme ça. C'est compliqué. Donc, dans la société des pédiatres, il y a aussi différents courants de pensée. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, mon avis, après, moi, je sais pas, j'ai pas la science infuse non plus, mais c'est que on est sûr de rien, en fait. On est sûr de rien. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les actions de prévention qui ont été faites depuis 30 ans, parce qu'il y en a eu des actions de prévention, mais on a beaucoup de mal à évaluer, de savoir ce qui marchait vraiment, on s'aperçoit, moi j'ai fait le congrès de la SFD, il y avait je ne sais pas combien de personnes au palais à part des expositions, la conclusion ça a été, il faut manger moins et faire de l'activité physique, tu vois. Donc depuis 30 ans, on s'aperçoit quand même qu'on a du mal dans cette pathologie obésité à trouver la solution. Alors il y a peut-être les médicaments qui vont sortir, qui vont apporter quelque chose. Mais le fait d'incriminer les médecins dessus, la seule chose où je pense qu'il faut travailler, c'est de faire comprendre que l'obésité est une vraie maladie. Parce qu'il y a encore des médecins qui pensent qu'il n'y a qu'à pas manger et faire du sport. Mais après dire il n'a pas rempli le truc, tu sais, les parents, c'est de l'éducation aussi. Quand tu as un gamin qui va dans un SSR, qui va perdre 10 kilos sur 3 mois, qui va rentrer chez lui à la maison et qui va les reprendre le lendemain matin, tu vois, c'est les parents qui font la bouffe, c'est les parents qui font les courses. Donc l'éducation, elle est faite par les parents. Moi, je pense que le problème majeur, je n'ai pas 40 ans d'expérience comme vous, ça fait que 20 ans en chirurgie bariatrique, mais j'ai mon vécu perso aussi, c'est que c'est les parents qui achètent et qui ne sont pas éduqués. Et donc, c'est aux parents d'apporter le carnet de santé et de dire aux médecins, vous ne m'avez pas rempli le carnet de santé. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Avec la Ligue contre l'obésité, on fait énormément de travail auprès des familles, mais il y en a qui ne comprennent pas. Enfin, il faut le dire à un moment donné. Il y a une relation entre l'obésité et le QI des gens. Il faut le dire. Alors, c'est discriminant, oui, non, mais c'est comme ça. Pas tout le monde. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer tel ou tel aliment. Il y a une corrélation entre l'obésité et les revenus socio-économiques. Et ça, ce n'est pas le médecin qui va traiter. C'est la société, c'est le gouvernement. Donc, je trouve un peu facile... Oui, pardon. Il y avait une question, là, je crois, au troisième rang. Descendre le micro. Excusez-nous. Ah. On en parle après parce que ça fait partie des dispositifs ou
des outils qu'on peut proposer effectivement dans la construction des parcours. Donc ça sera détaillé éventuellement. Et puis peut-être s'il y a des représentants de l'assurance maladie pourront nous donner leur éclairage sur le sujet. Mais c'est un outil parmi d'autres. Après, pour rebondir et pour être un tout petit peu moins radical que David sur le sujet des parents, en tant que pédiatre, je suis d'accord effectivement qu'il faut éduquer, on est d'accord, mais pour parler strictement croissance, moi aussi qui ai fait 20 ans d'endocrinopédiatrie, on n'a jamais réussi à fidéliser les gens sur le suivi de la croissance de leurs enfants et les médecins à écrire les centimètres. Donc moi, si vous avez la solution, oui, je suis preneuse, je fais du prosélytisme sur le sujet, mais je n'ai pas la solution. Voilà. Si je peux me permettre, moi aussi je voudrais pondérer quand même, les parents c'est facile, je crois qu'il faut stigmatiser personne, hein, et c'est pas en stigmatisant ni les médecins ni les parents. C'est des familles, quand on est dans une obésité importante, qui sont en difficulté. Et quand on est en difficulté, ben oui, c'est difficile de s'occuper de ce qu'on mange. Hein. Difficultés sociales, difficultés financières, difficultés psychologiques. On voit quand même des situations familiales et sociales qui sont dramatiques. Et moi, je ne dois pas dire à ces personnes que c'est parce qu'elles ne savent pas éduquer leurs enfants. Je ne crois pas que ça ajouterait quelque chose. C'est donc, il y a un problème d'organisation de la société et comment faire pour accompagner ces familles. Je n'ai pas la solution. Hein. Mais en tout cas, je voudrais souligner qu'il y a quand même beaucoup de situations dramatiques dans les obésités sévères. Hein. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question à poser. Donc, j'ai créé une association pour aider les personnes qui souffrent d'obésité et de surpoids. Et beaucoup des adhérents reviennent vers moi en me disant que leurs médecins traitants ne sont pas aptes à les aider au niveau de leur surpoids, que souvent on leur dit souvent arrête de manger, ce qui est très intelligent. Et du coup, au bout d'un moment, ils lâchent prise parce qu'ils ne se sentent pas entendus, pas écoutés. Voilà. Et c'est un engrenage parce qu'on continue à prendre du poids et qu'il n'y a personne pour les aider. Oui, Quand est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour que les médecins traitants prennent en compte que c'est une maladie et qu'il y a plein de choses à faire et que c'est pas une honte de dire qu'ils ne savent pas eux, mais de nous envoyer vers quelqu'un qui peut nous aider. Oui, vous avez certainement raison, et le problème de la stigmatisation des personnes qui vivent avec une obésité est quelque chose d'important, y compris dans le corps médical. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit en stigmatisant non plus les médecins, et je crois que personne, pour progresser, ce n'est pas la stigmatisation qui va compter. On voit les choses qui évoluent, ça n'évolue pas assez vite, surtout quand on est face au problème. C'est une évidence que ça n'évolue pas assez vite. Néanmoins, il y en a des choses. Quand vous lisez les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2012 et celles d'aujourd'hui, mais c'est un monde entre les deux. C'est un monde. Quand on voit... je l'ai souligné, il reste certaines imperfections de langage et tout, mais le langage n'est plus du tout le même. Donc, les personnes qui ont réfléchi à ces recommandations, dont certaines sont les mêmes qu'il y a 2012, donc ce qui montre qu'il y a une évolution. Et donc, quand est-ce qu'on fera quelque chose? Là, tout de suite, on est en train de faire quelque chose. C'est lent, c'est trop lent quand on souffre du problème, oui. Mais c'est un processus et je ne crois pas, je crois que c'est par des réunions de formation, c'est par de l'information, c'est par de la structuration des parcours qu'on va pouvoir y arriver. On n'y est pas encore, il y a des médicaments qui arrivent, il y a la chirurgie qui a une efficacité, il y a des choses qui se font et il faut aller plus loin, je suis d'accord avec vous. Mais pour mon sens, ce n'est pas en stigmatisant, en disant telle profession, telle personne ne fait pas bien. Oui, on le sait, c'est décrit, c'est publié. Il y a de la stigmatisation dans le milieu médical qui est importante. C'est pas stigmatiser, c'est pas le but, c'est pas ça. C'est nous en tant que patients, si on va voir un médecin et que le médecin n'est pas, il peut pas nous aider, vers qui on doit se tourner? C'est ça la question. L'idée, si tu veux, c'est que le médecin traitant, il n'a pas obligatoirement ni la formation, comme tu dis, ni le temps pour gérer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien se mettre aussi à la place du médecin généraliste qui a une salle d'attente qui est blindée. Et la prise en charge d'un patient obèse, notamment à la première consultation, c'est 1 heure. 3/4 d'heure, 1 heure en moyenne. Un médecin généraliste, dans sa journée de travail, je ne pense pas qu'il va pouvoir le caser. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'il soit quand même capable de considérer que l'obésité, c'est une maladie,
et d'orienter vers un médecin nutritionniste ou vers un endocrinologue, en tout cas un médecin spécialiste qui va pouvoir prendre en charge le patient et mettre en place l'équipe pluridisciplinaire autour. Si déjà le médecin généraliste fait son rôle d'orienter, c'est déjà énorme. Tu vois, il y a une question de l'équipe de Nîmes. Oui, merci pour ces présentations. C'était peut-être un commentaire complémentaire. Je voulais avoir un petit peu votre regard sur des recommandations qui placent le médecin généraliste effectivement au niveau 1 et pour compléter, en fait, dans une démographie médicale où le médecin généraliste est de plus en plus rare. Donc arrivent ces recommandations avec toute la finesse et la gradation de la prise en charge que vous avez rappelé, mais à un moment donné où même déjà trouver un médecin généraliste, ça reste difficile, du moins sur les 10 années qui arrivent. Oui, 10 ans ou plus. La problématique de la démographie médicale, on pourrait faire le sujet sur n'importe quelle maladie ou n'importe quelle maladie chronique, il resterait le même. Attention, comme est présenté les choses, le médecin généraliste est au cœur d'une coordination et je crois que vraiment dans le problème de démographie médicale, c'est là que ça doit se situer. Moi, je crois quand même qu'on a des choses qui se mettent en place comme les CPTS, les DAC, les choses qui permettent des structurations et des organisations. Donc je crois qu'en faisant passer le message que l'obésité, déjà si nos autorités, pour l'instant dans le PRS qui est prévu, il n'y a pas le mot obésité. Hein. Il n'y a pas le mot obésité. Donc on va éviter déjà que le mot obésité apparaisse dedans. Qu'on pousse les CPTS, enfin qu'on pousse, pousser c'est pas bien, mon terme n'est pas adapté, mais qu'on diffuse l'information de l'importance de l'obésité, que l'obésité soit prise en considération, que les CPTS l'intègrent dedans. Beaucoup parlent de diabète, beaucoup moins d'obésité, ou alors on parle de l'obésité de l'enfant. Mais l'obésité de l'enfant, je dis assez clair, survient dans un environnement. Et dans cet environnement, il y a des adultes. Donc ce n'est pas en focalisant pour moi que sur les enfants qu'on y arrivera. Est-ce que je peux... Je vois que le sujet est toujours aussi explosif. Si, quand même. Bon, ça s'est calmé. Grâce à Antoine Avignon, les choses se sont calmées. Mais je suis venue, même si j'ai battu en retraite il y a 20 ans, comme endocrinologue, nutritionniste, diabétologue, mais étant très impliquée dans le poids, je suis venue voir les nouvelles recommandations, voilà, parce que je suis dans une société et que je m'inquiète pour cette société, autant sur le plan pondéral que sur le plan psychiatrique, etc. Et toutes choses étant très liées, et que tout le monde reconnaît que l'obésité est une maladie, mais ce qu'on ne dit pas, enfin ce qu'on dit pas, ce que je dis, mais ce que je m'entête à dire, et on me dit que c'est pas le sujet, c'est qu'elle est fabriquée par notre société. Et qu'effectivement, on peut stigmatiser les parents, les enfants, les médecins, entièrement, mais quand on voit, j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps sur l'agressivité de la publicité qui a augmenté depuis les années 50 d'une manière effarante, hein, donc je vous reporte à cette étude qui est très explicite. Donc moi je me dis que tous les intervenants là, je suis venue voir, je vois la jeunesse de l'auditoire et je la salue. Et j'espère qu'ils ont beaucoup de courage, parce qu'il en faut beaucoup, parce que c'est un véritable tsunami, et c'est un mot à la mode, hein, mais le petit endocrinologue ou le petit nutritionniste, mangez pas gras, pas sucré, pas salé, mangez, bougez, etc. Heureusement, Antoine Avignon, là, je suis très, très contente de voir que effectivement, les recommandations évoluent avec finesse, avec constance, parce qu'il en faut de la constance, mais que peut toutes ces bonnes volontés et de ces bonnes recommandations contre une maladie qui ne cesse pas enfin une maladie, oui, enfin hein, un phénomène, obésité, qui ne cesse pas d'augmenter malgré toutes les bonnes volontés. Alors c'est pas la chirurgie, je pense, qui va régler ça. Alors maintenant, nouveau dada, les médicaments, on va bien voir, mais bon, voilà. Je pense que maladie fabriquée par la société. Madame Serra, pour vous rassurer, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Oui, non mais... Là, il y a un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée nationale qui va être créé sur ce sujet, interministériel, parce que ça, effectivement, déborde le cadre de la santé, ça déborde effectivement la communication, l'alimentation, l'agroalimentaire, etc., et donc, effectivement, il y aura certainement des sollicitations d'audit pour réfléchir à ça. La première thématique qui a été mise en lumière, c'est le Nutri-Score, revisiter le Nutri-Score, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Bon, à voir.
évoquer aussi l'agressivité, comme vous le dites si bien, de la publicité, en particulier pour les enfants à heure de grande écoute. Mais ça, moi aussi, comme pédiatre, on a fait des groupes, des lobbies, des machins, des trucs. Ça n'a pas abouti, effectivement. C'est une attitude collective. Mais c'est comme l'écologie, c'est au niveau le plus haut politique. Merci. Excusez-moi, bonjour, je suis journaliste à France 2 et je fais une enquête justement sur la discrimination et j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, Monsieur Avignon. Moi, mon expérience personnelle, là, je ne suis ni nutritionniste, ni diététicien, ni médecin, ni pédiatre, mais c'est vrai que pour reprendre ce qu'a dit Madame tout au fond, il y a beaucoup de réactions comme ça, hostiles, parfois des médecins qui sont fatigués, qui n'ont pas le temps de s'occuper du patient, et j'ai le sentiment, est-ce qu'il ne faudrait pas les payer davantage ou alors créer une spécialité de l'obésité généraliste? Ah si, on veut bien être payé, ouais. Je vous encourage, si vous pouvez faire du lobby. Il y a notre coordinatrice, mais alors, qui est en train de nous... Donc... Vous répondez pas à ma question? C'est oui, mais est-ce que... Mais ceux qui ne veulent pas être payés quittent la salle. Très bien. Donc bonjour à tous, je suis Éric Renard, donc je suis un des co-coordinateurs du CSO Occitanie-Est. Donc on a vu les parcours de soins, maintenant on va voir comment on s'organise, et en particulier donc, chez l'enfant. Et donc on va avoir 3 intervenantes. Claire Jandel, que vous connaissez maintenant très bien, Madame Geneviève Le Bihan, qui est coordinatrice de la CERO Occitanie, Est et Ouest, et puis Madame Marion Sarroca, directrice adjointe de la Ligue nationale contre l'obésité. Madame Le Bihan. Merci, bonjour. Donc nous allons présenter avec Claire Jandel l'organisation des parcours pédiatriques en Occitanie-Est, donc avec 3 temps dans cette présentation. Donc je vais, moi, présenter les parcours, l'existant actuel de manière non exhaustive, plutôt au niveau de ce qui est mis en place pour les enfants et les adolescents en situation de surpoids et d'obésité non complexe. Ensuite, Claire continuera plutôt sur les situations justement d'obésité complexe, avec le rôle du CSO et les parcours qui sont mis en place. Et puis, je terminerai par une petite présentation de la CERO Occitanie, structure d'expertise régionale obésité Occitanie, parce que je pense qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire dans le cadre des JTO, et c'est le moment, puisque ça fait un petit moment quand même, 3 ans que nous existons. Donc, j'en profiterai pour vous présenter donc, notre structure. Donc, c'est en lien, bien sûr, avec les recommandations qu'a présentées Claire Jandel juste avant. Ce schéma, c'est la mise en schéma en fait, des recommandations de la HAS pour les parcours donc, des enfants et adolescents en situation de surpoids ou d'obésité non complexe. Comme le disait Antoine Avignon, comme l'a répété Claire Jandel, le médecin traitant est effectivement, dans ces situations, le coordinateur de ce parcours, avec l'évolution qu'il y a eu dans les dernières recommandations et l'évolution aussi de ces nouveaux métiers, l'infirmière azalée et l'IPA. Donc cette coordination peut être complètement partagée, voire même déléguée dans certains cas, pour les enfants dans ces situations. Avec donc une fréquence de consultation médicale, ça n'a pas, je crois, pas changé depuis les dernières recommandations, 1 fois par mois pendant les 3 mois. Si l'évolution est favorable, on passe à tous les trimestres, et ceci pendant 2 ans. Environ. Au-delà de ça, ce qui est spécifié, et ça a déjà été dit dans les nouvelles recommandations, c'est l'apport vraiment éducatif de l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, donc en suivi individuel ou en collectif. Alors là, c'est les préconisations de la HAS, séance d'ETP tous les 2 mois pendant 6 à 12 mois. Après, des fois, la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on peut la mettre en place. Mais en tout cas, l'ETP a vraiment sa place dans la prise en charge de l'obésité pédiatrique. Au-delà de ça, en fonction des besoins et bien sûr aussi des ressources, on va faire appel à différents professionnels selon les problématiques relevées par l'évaluation multidimensionnelle, le fameux cercle qui a été présenté tout à l'heure. Et donc, on pourra faire appel à un travailleur social, un enseignant en APA, un kiné, diététicien, psychologue, etc. L'important, c'est que toutes ces personnes se coordonnent, organisent une RCP régulièrement autour de la situation de l'enfant et de sa famille.
Donc ça, je dirais, ça pourrait être mis en place par un médecin, un médecin traitant, quel que soit son mode d'exercice. Mais effectivement, il y a quelques avantages potentiellement quand c'est pris en charge, quand la prise en charge peut être mise en place, dans le cadre d'exercices coordonnés. Donc que ce soit en équipe de soins primaires, les ESP, on aura un exemple tout à l'heure, au sein d'une MSP, une maison de santé pluridisciplinaire, ou bien au sein d'une CPTS, puisque dans le cadre des missions de ces structures, les MSP et les CPTS, vous voyez qu'elles peuvent mettre en place des protocoles pluriprofessionnels de prise en charge, des RCP. Elles ont des missions de santé publique aussi, ou bien elles peuvent développer des actions territoriales de prévention. Donc elles ont des façons d'être financées sur ces questions-là. Et notamment pour les MSP, l'obésité pédiatrique est parmi une des thématiques, en tout cas, pour les missions de santé publique et pour les protocoles pluriprofessionnels. Donc c'est tout à fait intéressant d'aborder, quand on est en exercice coordonné, de pouvoir aborder et mettre en place des parcours adaptés à la situation et au territoire, bien évidemment, et aux ressources de ce territoire. Alors, le deuxième, toujours qui se met en place en exercice coordonné, donc la question a été posée tout à l'heure, c'est la fameuse mission, le dispositif Mission Retrouve ton cap, donc qui était initialement une expérimentation qui a duré 4 ans dans 4 départements, 3 ans je crois, dans 4 départements français et d'outre-mer, visant donc à prendre en charge les situations de surpoids et d'obésité. Alors maintenant c'est obésité non complexe. Donc avec une prise en charge pluridisciplinaire qui est proposée, prescrite par le médecin, donc sur prescription médicale, et donc puisque c'est la généralisation de cette expérimentation, c'est pris complètement en charge par l'assurance maladie pour les familles. Donc là, le parcours qui est proposé par Mission Retrouve ton cap, donc ça ne concerne que les enfants de 3 à 12 ans, donc on est vraiment en prévention de l'obésité des adolescents, on va dire ça comme ça. Donc pour des enfants en situation décrochage de courbe, comme c'était indiqué tout à l'heure, en situation déjà de surpoids ou d'obésité commune non compliquée. Qui peut prescrire? Eh bien, ça peut être le médecin généraliste, le pédiatre, le médecin de PMI, le médecin de l'éducation nationale. Donc vous voyez ceux qui suivent l'enfant, qui le croisent à des moments de sa vie. Et il va y avoir donc une prescription de ce dispositif avec des forfaits pour des bilans, des forfaits pour des séances de suivi en nutrition, en diététique et psychologie qui sont renouvelables. Ça ne peut être mis en place que par des structures référencées MRTC et qui sont des centres de santé ou des maisons de santé. Une équipe en libéral qui souhaiterait mettre en place ce dispositif, ce n'est pas possible à l'heure actuelle par l'assurance maladie. Donc vous voyez, là j'ai fait un petit point sur, en Occitanie-Est, les structures qui sont référencées là, au début du mois dernier. Donc vous voyez, c'est très variable d'un département à l'autre. Pour l'instant, ça ne rencontre pas obligatoirement un grand engouement. Donc là, c'est la simplification du logigramme de tout à l'heure, mais c'est celui effectivement qui est proposé par MRTC, donc on va passer dessus. Alors, dans notre région également, il ne faut pas oublier les 3 parcours qui existent depuis de nombreuses années, qui sont portés par les ex-réseaux territoriaux en obésité pédiatrique, qui étaient le ROIBAL, le réseau d'obésité infantile du bassin alésien, Croc Santé qui est sur le bassin biterrois, et puis Manger Bouger 11 qui est sur le Narbonnais. Alors ces 3 réseaux, puisque vous savez que le mot réseau a disparu du Code de santé publique, donc il n'y a plus de réseau de santé actuellement en France. En tout cas, ces 3 réseaux, ex-réseaux, continuent leur activité au sein de leurs DAC respectifs. On va revenir là-dessus lors de la table ronde. Je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement de tout ça dans cette présentation. Alors, ce qui existe aussi, on a parlé dans les parcours de l'importance de l'éducation thérapeutique. Donc, mettre en place un programme d'éducation thérapeutique, le développer, le coordonner, etc. Ça peut être parfois un peu complexe pour les structures, pour les professionnels, notamment du premier recours. D'abord, il faut déjà être formé à l'ETP, mais au-delà de ça, effectivement, il y a quand même toute la mise en place et la coordination de ces programmes.
Donc la Séro-Occitanie propose des programmes clés en main pour les structures de premier recours en obésité pédiatrique. Donc le programme TCAP que vous voyez ici, c'est un programme qui existait depuis longtemps, qui était porté initialement par le REPOP Midi-Pyrénées, et puis qui a été retravaillé pour justement être mis à disposition des structures de premier recours. Voilà, ce qui permet, donc le programme reste coordonné par la Séro, et vous, si vous vous mettez en place sur votre territoire, vous êtes un site dispensateur de ce programme. Donc ça peut venir complètement, vous voyez, en complément des consultations de suivi, des bilans que vous allez pouvoir faire, etc., avec les équipes de votre territoire, et proposer donc de l'ETP, un programme d'ETP en tout cas, à votre population. Il existe un autre programme ETP également sur l'est de l'Occitanie. C'est celui qui avait été mis justement en place il y a quelques années déjà par les ex-réseaux que je citais tout à l'heure et qui est dispensé pour l'instant sur ces 3 sites, à Lez, Béziers et Narbonne. Donc là, on est plutôt sur un programme de renforcement, plutôt pour des situations où il y a déjà une prise en charge, ça perd un peu d'énergie, de motivation, etc. Donc là, on va proposer à nouveau un programme d'ETP au bout de quelques mois, jusqu'à un an, entre 6 mois et 1 an de prise en charge, si effectivement il y a des difficultés dans le parcours. Pas dans la complexité, parce que là, potentiellement, on passerait à une situation complexe et donc un autre niveau de prise en charge. Voilà donc pour les enfants et les adolescents en situation de surpoids et d'obésité non complexe. Alors, je reviens juste sur cette diapo. Donc, on va avoir dans la table ronde, je n'ai pas développé davantage puisque ça va être développé dans la table ronde, des exemples justement d'équipes qui ont mis en place des parcours, des protocoles de soins dans le cadre d'exercices coordonnés. Donc, j'ai passé la parole à Claire pour le volet complexe. Donc, pour le non complexe, les dispositifs listés sont intéressants, se mettent en place progressivement et tout doucement. C'est un travail de longue haleine à faire avec les structures qui sont en cours de construction ou construites. Et Geneviève y reviendra tout à l'heure sur la façon dont on procède pour éventuellement les accompagner. Là, moi, je vais donc compléter, mais très rapidement, puisqu'on a repris exactement la même formulation pour les parcours proposés, adaptés des recommandations HAS sur la notion de complexité, sur la régularité et le nombre de consultations. Donc, on reste sur la définition complexe qui requiert a priori d'un avis spécialisé, au mieux dans un centre spécialisé, parfois dans des structures de type, ou dans des établissements sanitaires qui ont des praticiens qui connaissent la complexité de l'obésité, ou dans certains SMR qui ont des consultations. Je fais essentiellement allusion à l'Institut Saint-Pierre, qui est notre partenaire principal, mais qui a aussi sa propre patientèle, entre guillemets, ou son propre recrutement sur le 3e recours, sur les situations les plus complexes. Et une fois qu'on a défini et validé cette notion de complexité autour d'une situation d'un enfant ou d'un adolescent et de sa famille, on insiste là aussi, on peut décliner la prise en charge avec cette modélisation de parcours, et les ressources sont évidemment les mêmes que celles qui ont été listées tout à l'heure dans les situations non complexes, donc nombreuses, vous voyez, avec les incontournables autour de l'activité physique, l'alimentation, qui sont à rappeler, mais qui ne sont pas forcément à réanimer de manière très régulière, parce que bien souvent, ce sont les autres composantes qui sont à travailler, l'activité physique et l'alimentation étant quand même relativement connues ou ayant déjà été souvent, à de nombreuses reprises, ressassées, voire répétées aux familles qui n'en peuvent plus et qui, de toute façon, n'ayant pas réussi à mettre en place les choses, vont le faire peut-être avec notre ressource et notre recours sur la base de choses parfois extrêmement qui peuvent paraître anecdotiques. Je pense en particulier à l'alimentation. Il y a des challenges qui peuvent paraître pour nous anecdotiques, mais pour certains qui sont en obésité complexe, et particulièrement les adolescents, c'est déjà le Graal qu'ils ont atteint, si vous voulez. Donc il faut aussi avoir cette notion-là que même en complexité, il ne faut pas être radical, il ne faut pas avoir des exigences majeures, etc. Donc c'est de longue haleine, encore une fois, et le temps est un paramètre qu'on pourrait d'ailleurs rajouter là, dans la notion de complexité
de prise en charge cette fois-là. Donc une première année avec un rythme de rendez-vous, de consultation théorique tous les mois pendant 1 an. Si évolution favorable, on passe à 3 mois pendant 1 an, avec évidemment un suivi, une évaluation en centre spécialisé, puis la ressource territoriale, parce qu'on ne peut pas voir, nous, tous les patients, évidemment, qui ont cette situation-là, ou les autres ressources que je vais détailler ensuite. Et dans la deuxième année, vous voyez le rythme. C'est basé aussi de la même façon sur l'activité ETP ou les programmes ETP, dont je vais vous donner quelques exemples non exhaustifs forcément sur notre hémi-région. A priori, il serait souhaitable que ces séances ETP soient faites tous les mois pendant 6 mois, avec aussi des suivis interséances et des thématiques qu'on pourra répéter. C'est-à-dire qu'on peut faire un travail en éducation thérapeutique sur l'alimentation, qui, si on estime au bout de 6 mois, il n'est pas tout à fait digéré, intégré, on le reprendra, éventuellement avec le même format, parce que ça peut aussi être intéressant. Vous savez, les enfants et les adolescents sont assez labiles sur leur mémoire, en particulier certains types de mémoire, et c'est intéressant d'avoir ça. Voilà. Ensuite, ça, c'est un modèle du parcours de soins qu'on a au niveau de l'hôpital actuellement de manière moins intense qu'il y a quelques années, parce qu'on n'est pas très nombreux, mais qui risque d'être redynamisé avec la participation d'un médecin partagé avec Palavas, qui parlera tout à l'heure, Madame Gay, qui doit être dans la salle, voilà, qui va potentiellement reprendre cette activité. Je ne détaille pas le process d'accès à notre consultation, mais il est nécessaire pour nous de filtrer ou de screener la situation. Donc on demande quand même quelques éléments un peu argumentés avant de voir les patients pour pouvoir éventuellement ensuite mieux les guider d'emblée sans trop perdre de temps. Voilà. Et ensuite, si on requalifie le patient en obésité non complexe pour répondre à Madame tout à l'heure, on ne va pas dire débrouillez-vous, on ne vous offre pas de solution. On va revenir aux solutions proposées tout de suite dans le diaporama précédent par MRTC, les programmes d'ETP multisites ou bien déclinés par les réseaux de santé qui peuvent être accessibles et qu'on peut vous communiquer éventuellement. Pour ceux qui voudraient organiser leur propre activité avec des relais, on peut être ressource pour vous, ça vous sera expliqué après. Ensuite, au niveau de l'hôpital, on a un programme ETP qui s'appelle les ateliers de Bob, qui intéresse des enfants et des adolescents en situation d'obésité sévère, tous âges confondus. On n'a pas du tout sectorisé ou tronçonné les âges. Vous voyez, je ne rentre pas dans les détails. En théorie, actuellement, il n'est pas actif, faute de combattants médicaux, paramédicaux suffisants. Vous savez, les difficultés. Tu disais tout à l'heure, Véronique, effectivement, on est en subsidiarité de tout, hein, donc y compris pour ça. Mais c'est un programme ETP que vous pouvez regarder. Ensuite, il y a les programmes qui sont déclinés dans les soins de suite et réadaptation, maintenant soins médicaux de réadaptation. Suivant les recommandations HAS, pour entrer un tout petit peu plus dans le détail que tout à l'heure, il est plutôt préconisé maintenant des séjours courts, et voire même répétés, plutôt que des séjours longs. Les séjours longs étant souvent, à bien réfléchir, parce que vous savez que la coupure avec la famille ou le lien familial peut être compliqué pour ces enfants, peut être aussi la source de stress et n'est pas forcément optimal. Par contre, dans certaines situations, après une bonne analyse, c'est parfois un bon plan que de faire des séjours plutôt longs, dont certains avec scolarité dans certains établissements de notre région. Et il y a donc des RCP qui sont mis en place pour l'évaluation des balances bénéfices-risques de ce type de séjour. Et pour ce qui concerne notre activité partagée avec Palavas et les SSR de la région, qui sont entre Nas en Lozère et puis au Céjal dans les Pyrénées-Orientales, on a des RCP qui sont organisés tous les 2 mois où les établissements et nous-mêmes, qui aurions des patients à proposer en séjour, on discute les dossiers
On a des programmes à l'année et Mme Vidal, ici présente, pourra vous donner éventuellement les dates parce que vous êtes, vous, comme praticien de terrain, volontiers invité à discuter puisque vous pourriez être le relais de ces enfants en territoire et c'est important. Parce qu'il est nécessaire de préparer ces séjours. C'est indispensable pour les enfants. On ne les met pas comme ça derrière des murs par la simple volonté d'un médecin qui dirait que c'est bon pour sa santé. Ce n'est plus du tout dans l'état d'esprit. Et ça aussi, ça a beaucoup changé par rapport aux recommandations précédentes. Et puis aussi, il faut préparer le retour à domicile. Et ça, je pense peut-être, Marion, vous en parlerez après, pour certains dispositifs qui peuvent nous aider pour le suivi au retour à domicile. Donc là, vous avez les flyers des différents établissements qui sont ici présents dans la salle. Donc si vous voulez les interpeller ou les interroger, vous pourrez. Là, je ne rentre pas dans le détail, simplement le titre, qui sont un autre type de parcours que l'on partage avec l'équipe de chirurgie bariatrique de David Noka sur la chirurgie de l'ado, qui est une chirurgie relativement exceptionnelle, en moyenne 4 à 5 patients par an. David, tu me corrigeras si je me trompe, avec un parcours qu'on a ficelé de manière assez stricte, parce qu'il faut que le suivi et la préparation soient optimales. On pourra aussi, vous pouvez télécharger sur le site du CSO un petit peu le suivi de ce parcours très particulier, donc ce n'est pas la peine de le détailler, et qui bénéficie lui aussi de RCP, mais là au niveau de la région, puisque c'est quand même des situations exceptionnelles qu'on discute avec les professionnels qui veulent être là, des hôpitaux périphériques, le CHU de Nîmes, les établissements SSR, et aussi, et pas suffisamment à nos yeux, les praticiens de terrain qui connaissent les familles, qui pourraient être une bonne ressource éventuellement de réflexion pour la construction des parcours de ces enfants. Là, c'est le parcours post-opératoire qui est très nourri, vous voyez, jusqu'à 2 ans au-delà, avec des suivis alternatifs en chirurgie et sur l'Institut Saint-Pierre aussi, qui est l'établissement ressource pour ce type de parcours par ailleurs. Voilà. Ensuite, ça, c'est un parcours qu'on est en train de revisiter, donc qui est le modèle actuel, mais qui sera remodelé à partir du CSO avec l'établissement SMR d'Entrenas sur les patients en situation d'obésité porteurs de déficience intellectuelle. C'est en fait adosser l'activité du suivi des patients atteints de maladies de Prader-Willi ou autres troubles du comportement alimentaire avec déficience qui peuvent avoir besoin parfois d'un séjour en SMR dans 2 objectifs, c'est un petit peu radical ce que je vais vous dire, un objectif de répit pour les familles, pour les équipes qui les suivent, enfin les établissements médico-sociaux qui les suivent, et puis un autre objectif, c'est un objectif évidemment sanitaire, qui est de suivre leurs problématiques de poids, les inciter et les impliquer dans leurs problématiques de poids, ce qui n'est pas évident dans le cadre de la déficience intellectuelle, avec des outils, avec une formation des équipes particulière à la déficience intellectuelle. Donc ça, c'est intéressant et innovant. Et ça va être un peu rebattu parce qu'on va ouvrir le champ à d'autres pathologies que la maladie de Prader-Willi, qui était la modélisation initiale. Pour une raison simple, c'est que le centre de compétences il est à Montpellier, que c'était que sur cette maladie, mais il y a beaucoup d'autres patients avec déficience intellectuelle, enfants, qui peuvent requérir de ce type de structure et de parcours, et ça sera fait à partir, je pense et j'espère, de l'an prochain. Ensuite, ce parcours-là qu'on partage avec les adultes, parce qu'il ne faut pas oublier de faire le lien avec les adultes. On en avait déjà parlé, je crois, mais il est Jean-Baptiste qui est le pilote, Jean-Baptiste Bonnet qui est le pilote de cette action. Et l'a beaucoup dynamisé et le recrutement actuel est très bon avec une casuistique très importante. Là, on mélange à la fois un suivi, disons, adulte, chirurgical et pédiatrique. C'est-à-dire qu'on veut préparer le futur enfant à naître, à ne pas avoir les stigmates de l'obésité à l'âge adulte, en privilégiant ou en essayant de faire une éducation entre guillemets thérapeutique de la maman ou un accompagnement un peu privilégié d'une maman obèse, en situation d'obésité ou ayant été opérée de chirurgie bariatrique et pour certaines ayant un diabète. Donc c'est quand même un peu particulier, mais ça requiert des situations complexes du CSO. Et pour ma petite part de participation, c'est en aval à la naissance de l'enfant, revoir les familles, et éventuellement donner des conseils quand on voit que le poids dérape très précocement.
Voilà. Donc ça, je pense, Jean-Baptiste pourrait être un bon interlocuteur avec vous pour ceux qui pourraient être intéressés par ce programme que je ne détaille pas et qui n'est d'ailleurs pas visible du tout, ce qui était prévisible. Voilà. Et je donne... Geneviève m'avait prévenu. Et Geneviève va vous faire un petit peu l'historique de cette structure. Oui. C'est Claire qui est trop bavarde. Alors, la Séro-Occitanie, donc elle est née, comme vous voyez, il y a 3 ans. Alors, c'est suite à une demande de l'ARS, Occitanie, une demande de rapprochement des 4 réseaux existants, donc les 3 dont on parlait tout à l'heure, qui existent depuis de nombreuses années sur l'Est, et le REPOP Midi-Pyrénées, qui était encore antérieur, puisque vous voyez, il a été créé en 2003. Et donc, fusion des régions, fusion des réseaux, l'ARS ne voulait voir plus qu'une seule structure en obésité pédiatrique. Et donc, il y a eu tout un travail pendant quelques années de rapprochement de ces structures pour créer cette SERO, structure d'expertise régionale obésité en Occitanie. On a travaillé, pas tout seul, les 4 réseaux, mais vous voyez, il y a les 2 CSO, CSO et CIO de Montpellier et de Toulouse, qui ont travaillé avec nous et qui d'ailleurs sont membres de droit d'ailleurs de la Séro-Occitanie. La Séro-Occitanie étant sur le plan juridique une association loi 1901, financée principalement par l'ARS. Donc notre mission, c'est d'améliorer au final, bien sûr, la qualité de vie des enfants et des adolescents en situation de surpoids et d'obésité dans notre région, à travers... donc, on contribue aussi à l'organisation des soins, de la prévention aussi, en articulation avec les CSO et aussi avec les acteurs des territoires. Et c'est vrai que là, on se situe un petit peu à la croisée des deux. Et comment on peut justement, pour vous appuyer et vous accompagner dans votre mise en place, ou en tout cas dans votre réflexion sur vos territoires, notamment auprès des professionnels du premier recours. On peut proposer des formations, des sensibilisations, donc, que je vais rapidement évoquer, mais nous avons un stand dehors de la Séro-Occitanie. Il y a Morgane qui vient de sortir, et il y a quelques personnes de la Séro-Occitanie qui seront présentes aussi pour vous renseigner sur ces formations. Et puis également, donc, on peut vous appuyer et vous accompagner sur la mise en place de projets de parcours en obésité pédiatrique. Alors, donc ça, ce sont les formations, donc des formations pluridisciplinaires en présentiel de 2 ou 3 jours selon si elles se passent à Montpellier ou à Toulouse, des soirées de sensibilisation en distanciel et également un webinaire obésité pédiatrique, 10 raisons de s'en occuper. Donc là, typiquement, vous êtes assez convaincus, mais autour de vous, les professionnels, ils se disent « ouais, l'obésité pédiatrique, on n'a pas trop envie de s'y coller, c'est difficile, machin, etc. » Invitez-les à participer à ce webinaire, ça va les motiver, les mobiliser, et ensuite peut-être ils auront envie de se former, de s'impliquer davantage dans la question de la prise en charge et de l'accompagnement de l'obésité pédiatrique. Après, la Séro-Occitanie aussi propose des formations ou des sensibilisations à la demande, donc s'il y a des équipes assez nombreuses qui nous demandent des choses, on peut aussi se déplacer, on l'a déjà fait, auprès, par exemple, d'équipes de CPTS ou autres, ou pour la PMI ou autres structures. Je passe sur ces diapos, c'est aussi en termes de formation, parce qu'il y a quand même des professionnels de la Séro qui sont impliqués dans un certain nombre de DU ou dans le e-learning, dépistage et prise en charge de l'obésité pédiatrique. Je pense que vous aurez les diaporamas, donc vous pourrez retrouver la liste de l'ensemble de ces formations si vous voulez continuer à vous former. Et je vais terminer justement sur l'appui aux professionnels et les ressources qu'on peut mettre à votre disposition. Donc, voilà, vous êtes motivé, vous avez envie de faire quelque chose sur votre territoire, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, potentiellement, si vous avez besoin de nous, peut-être vous pouvez le faire tout seul, il n'y a aucune obligation de passer par nous pour mettre des choses en place en obésité pédiatrique, mais bien évidemment, si vous avez besoin de nous, on peut vous appuyer, apporter un accompagnement des fois très ponctuel, des fois plutôt de longue durée, pour la mise en place de vos projets et de vos parcours de soins sur vos territoires. Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre disposition? Ça peut être des outils pédagogiques également pour vos activités, ou des outils aussi de suivi d'évaluation de votre patientèle. Le programme ETP multisite, on l'a évoqué tout à l'heure. Des professionnels experts, parce que l'équipe même de la Séro-Occitanie, c'est une équipe pluriprofessionnelle. On a à la fois des pédiatres, des médecins généralistes, diététiciens, enseignants en APA,
psychologue, qu'est-ce que j'oublie, l'éducatrice de jeunes enfants. Donc, vous voyez, on a un panel de professionnels aussi qui peuvent être mis à votre disposition et apporter de manière ciblée aussi des apports. Nous disposons aussi d'un annuaire des professionnels qui sont formés en obésité pédiatrique. Alors, formés par le REPOP ou la Séro-Occitanie, puisqu'il y a bien sûr d'autres formations que les nôtres. Mais en tout cas, des fois, sur son territoire, on ne sait pas à qui s'adresser. On cherche une diététicienne ou un psychologue qui serait un peu sensible à ces questions. Bien, si vous ne les avez pas identifiés vous-même, vous pouvez nous poser la question et nous, on peut effectivement vous informer sur votre territoire quels sont les professionnels qui ont été formés en obésité pédiatrique, en tout cas qui sont passés par nous, puisque le REPOP à l'Ouest fait des formations depuis de nombreuses années. Nous avons une newsletter, donc abonnez-vous, inscrivez-vous si vous ne la recevez pas déjà auprès de notre chargé de com sur notre stand et vous recevrez la prochaine. Et bientôt un site internet propre. Pour l'instant, nous utilisons encore celui du REPOP Midi-Pyrénées. Et nous sommes sur LinkedIn, donc vous pouvez vous rendre sur LinkedIn et nous suivre là. Et puis une adresse mail actuellement, voilà, pour nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, j'ai été assez rapide, Marine. Bonjour, moi je viens vous présenter la Ligue nationale contre l'obésité. Je n'ai pas de diapo, donc avant de commencer à vous présenter le projet qu'on aimerait sortir dans les prochains mois, je vous fais un petit rappel de la Ligue nationale contre l'obésité et de nos actions. Donc on est une association nationale, on est représenté par des bénévoles, des associations de patients, des professionnels de santé, des établissements de soins aussi, et toute personne en fait qui est concernée directement et indirectement par la maladie de l'obésité. Donc sur le territoire, on fédère une quarantaine d'associations de patients qui nous font rayonner d'ailleurs par le biais de leurs actions. Et sur les actions qu'on a faites précédemment, donc on a la ligne d'écoute. Vous avez Madame Ansal qui est présente ici et qui pourra vous renseigner sur cette ligne d'écoute. On a un stand également en bas. On a eu aussi l'étude Aubé-Piroche qui a été présentée d'ailleurs l'année dernière ici par le docteur Annick Fambonne qui est présente aussi. On a un organisme de formation, donc ET-Pré, prise en charge diététique, mais aussi des formations qui arrivent comme psychologie obésité, sexualité obésité et bien d'autres. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au stand. Et après, voilà, on fait des actions sur le terrain, donc auprès des professionnels pour les sensibiliser, mais aussi dans les lycées et les collèges. Donc ça, c'est un petit peu sur toutes les actions que la Ligue réalise. Et là, je vais vous présenter du coup rapidement le projet pour lequel je suis venue aujourd'hui, qui est celui de Diétadome et qui est en cours de finalisation actuellement. Donc en fait, on envisage de mettre à disposition de familles volontaires, parce qu'il y a la destination des enfants qui sortent de prise en charge justement, un dispositif assez innovant en termes de promotion de la santé, d'éducation thérapeutique et de prise en charge justement de l'obésité. Donc il s'agit en fait de mutualiser les moyens de prise en charge avec une aide diététique et de promouvoir le soutien à domicile suite justement à toute la prise en charge qu'il y a eu dans les établissements auparavant. Donc des diététiciens, diététiciennes qui seront référencés par la Ligue, qui seront formés à l'éducation ainsi qu'à la prévention, interviendront auprès de ces familles qui seront volontaires, comme je l'ai dit juste avant, et assureront la prise en charge qui sera à domicile. Donc ils apportent en fait au-delà de leurs compétences en diététique un soutien vraiment motivationnel. Ils seront présents pour l'aide aux courses, l'aide aux repas et vraiment surtout le volet diététique, mais aussi pour être vraiment en aide avec la famille. Donc on le veut vraiment comme un service d'accompagnement spécialisé dans la prise en charge de l'obésité auprès des enfants. Et on a prévu de débuter ce projet justement en Occitanie dans les mois qui arrivent. Là, comme je l'ai dit, on est en cours de finalisation, donc il y a encore pas mal de choses à voir. Mais on aimerait réellement que ce projet parvienne et aille jusqu'au bout. Donc voilà, le but, c'est vraiment de sensibiliser et de favoriser une démarche de responsabilisation de la prise en charge, et cela suite encore après la prise en charge justement en établissement. C'est vraiment d'impliquer justement toute la famille, parce que c'est vrai que, comme on le disait précédemment, voilà, il faut que l'enfant après soit suivi et soit aussi épaulé par la famille. Donc justement, il y aura vraiment un dispositif qui est vraiment co-construit avec le professionnel, la famille, en fonction de la prise en charge qu'il aura besoin. C'est pour limiter les risques de complications liées à l'obésité, favoriser une réduction de la surcharge pondérale et éduquer la famille à l'alimentation et l'équilibre alimentaire. Voilà, donc tout ça pour en fait améliorer la qualité de vie de la famille dans la globalité et favoriser aussi les liens intrafamiliaux qui sont très importants.
Donc voilà à peu près où on en est dans la conception du projet. Je ne sais pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Juste une précision, donc moi je m'occupe de la Ligue aussi avec Marion. On a besoin de volontaires aussi, donc ce seront des vacations qui seront rémunérées. L'idée étant de faire travailler aussi des diététiciennes ou d'autres paramédicaux qui sont intéressés par le projet. On avait déjà fait il y a 6 ans, tu n'étais pas encore arrivé à la Ligue, on avait fait ce qu'on appelait le projet CORE. C'était la mutualité française qui l'avait financé. On avait pris 10 familles. Et c'est Claire Jandel qui les avait sélectionnés à l'époque en pédiatrie. Et on avait envoyé à domicile un psychologue, une diététicienne et un APA. Et on avait été surpris parce que justement, on avait eu un impact, pas obligatoirement sur la nutrition, mais on avait trouvé des familles où il y avait des problèmes majeurs entre le père et la mère, dont une maman qui se faisait taper dessus, des enfants qui étaient en obésité morbide, qui ne savaient pas qu'il y avait des solutions en obésité morbide, et 2-3 gamins qui avaient été réorientés au niveau scolaire. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire que finalement, on ne va plus chez les gens. En consultation, on a des consultations qui sont raccourcies, ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut retourner chez certaines familles pour essayer d'aller voir ce qui se passe vraiment, ouvrir les placards, les éduquer au niveau des courses. Il y a le Nutri-Score qui est très intéressant, mais quand tu dis Nutri-Score, je ne suis pas convaincu qu'il y ait plus de 5% de la population qui sache ce qu'est le Nutri-Score. Donc, il y a des diététiciennes au chômage. Vous savez qu'il y a 50% des filles qui sont en diététique qui sortent de leurs études et qui ne trouvent pas de boulot. Donc, certaines vont travailler à McDo. Donc, c'est un peu le truc qui est assez atypique. Donc, outre le côté médical, il y a un intérêt social. On a des partenaires qui vont financer ce projet sur la Ligue. Et donc, les vacations seront payées comme des vacations de médecins ou de paramédicaux. Donc, n'hésitez pas à contacter Marion si liguecontrelobésité.org sur le www.liguecontrelobésité.org. C'est un beau projet, on va le pousser fort avec de nombreux partenaires. Voilà. Bien, on a largement dépassé les temps. Enfin, on va discuter pendant 5 à 10 minutes. Ces dames sont très bavardes, hein, vous avez remarqué. Oui. Pour les praticiens, est-ce que les praticiens libéraux peuvent adresser leurs malades à la Ligue contre l'obésité pour justement que leurs malades puissent rentrer dans ces programmes? Les programmes, on aimerait avoir une convention avec les établissements. Mais parce que ce qui manque un peu dans tout ça, parce que, moi je regarde ça un peu du dehors, c'est le médecin libéral isolé en quelque sorte. J'ai compris qu'il n'ait pas le droit de prescrire les recours, enfin ce qui est remboursé par la Sécu. Hein, j'ai bien compris. Et c'est bizarre ça, pourquoi un médecin libéral qui ne puisse pas prescrire avec remboursement oui. Donc Vous évoquiez MRTC, le dispositif Mission Retrouve ton Cap. Alors, ce que j'en sais, moi je ne suis pas l'assurance maladie, donc je crois que peut-être il y a Amandine Ricou dans la salle qui pourra peut-être nous en parler, je ne sais pas si elle est là. Vous voulez prendre la parole pour... Donc, tous les médecins peuvent prescrire le dispositif, par contre, la prestation Mission Retrouve ton Cap. Par contre, effectivement, il peut être mis en place uniquement par des centres référencés. Donc, potentiellement, un médecin, c'est bien ça, elle opine, c'est-à-dire si le centre, la MSP Tartampion est référencé, le médecin qui habite à côté mais qui ne fait pas partie de la MSP peut potentiellement prescrire le parcours Mission Retrouve ton Cap, mais qui sera mis en place uniquement dans une MSP référencée. Oui. Et la liste des structures référencées sur le site ANEMI. On l'a dit, les médecins généralistes, malheureusement, ont peu de temps pour s'occuper des personnes obèses, et notamment des enfants à risque, même s'ils ne sont pas encore obèses. Et c'est vrai qu'il faut leur donner des pistes. Donc là, j'en comprends qu'il y en a une, puisqu'ils peuvent prescrire, et donc il y aura cette prise en charge dans les centres experts et validés. Et donc ils peuvent aussi adresser des patients, leur dire de contacter la Ligue contre l'obésité pour rentrer dans votre programme Diétadom. Diétadom, c'est suite à, comme on l'a dit, à une prise en charge. Donc du coup, il faut qu'il y ait... Voilà. Là, ce sera peut-être plutôt Diétadom.
D'accord. Pardon, excusez-nous. Là, pour Diétadom, si je ne dis pas de sottises, mais corrigez-moi, je pense que ce sera plutôt au sortir d'un établissement de type SSR, on est d'accord, qu'on sélectionnera, entre guillemets, on choisira en proximité des familles dans lesquelles on pourra poursuivre l'intervention avec une diète, justement, qui suivra les préconisations, la mise en place de l'amélioration des comportements et tout ça. Ça ne sera pas directement de... Non, c'est pas en direct. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Madame, tout en haut. Est-ce que vous pouvez amener le micro, s'il vous plaît?